Bonjour, le chapitre 12 du livre de Wildy porte sur le magnétisme. C'est un sujet extrêmement important pour les gens comme vous qui travaillent avec les moteurs. L'électromagnétisme, c'est le principe physique de base qui permet la construction des moteurs électriques. Et vous voulez connaître au moins les principes fondamentaux les plus importants. C'est ce qu'on couvre dans le chapitre 12. On commence par la base. Il y a des choses que vous connaissez probablement déjà, parce que c'est de la culture populaire et vous l'avez probablement vu dans vos cours de sciences physiques au secondaire. Je pense que maintenant, ça s'appelle sciences et technologies ou un truc comme ça. Qu'à cela ne tienne, on commence avec le début. Un aimant permanent. Un aimant permanent, c'est un aimant qui est fait avec un matériau qui reste magnétisé tout le temps. Il y a des matériaux qui sont ferromagnétiques, qui sont magnétisés momentanément. Aimant permanent, c'est magnétisé une bonne fois pour toutes. Il y a des lignes de champ qui vont toujours aller du pôle nord vers le pôle sud, qui entourent ces aimants-là. Évidemment, les lignes de champ, on ne peut pas les voir, mais vous avez probablement fait l'expérience avec la limaille de fer, où on saupoudre un matériau ferromagnétique comme de la limaille de fer autour d'un aimant et on voit les morceaux de limaille de fer qui s'alignent sur les lignes de champ magnétique autour de l'aimant. Les lignes de champ magnétique vont toujours du pôle nord vers le pôle sud. C'est une convention. Il y a quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a décidé ça. Et par convention, on respecte ça lorsqu'on fait le dessin des lignes de champ magnétique. On peut, au besoin, aller chercher des lignes de champ à l'infini et les amener vers le pôle sud. L'important, c'est que les lignes de champ entrent toujours par le sud et sortent toujours par le nord. Même principe pour le pôle nord. Vous pouvez prendre des lignes de champ qui partent du pôle nord et les amener au besoin jusqu'à l'infini. Ça aussi, c'est légal et correct dans les schémas. L'autre chose importante avec les lignes de champ, c'est que ça nous aide à dessiner, si c'est nécessaire, une boussole. Et là, vous dites, c'est quoi le rapport avec les boussoles puis les moteurs? Ben, effectivement, là, c'est un peu loin, mais la boussole, c'est un instrument important dont on servait beaucoup il y a longtemps pour naviguer avec le champ magnétique terrestre. Je m'en sers, moi, pour vous montrer qu'une boussole qui est en fait un aimant permanent monté sur un pivot, un axe de rotation. Et cet aimant-là, c'est l'aiguille de la boussole qui est libre de pivoter, va s'aligner naturellement avec les lignes de champ. Donc, si vous placez une boussole à l'horizontale dans un champ magnétique, la boussole va s'aligner de telle sorte que les lignes de champ extérieurs vont entrer par le sud de l'aiguille de la boussole et sortir par le nord de l'aiguille de la boussole. Donc, la boussole va s'aligner avec les lignes de champ magnétique et on dessine par convention l'aiguille nord en noir et l'aiguille sud en blanc. Il y en a qui mettent le nord en rouge, le sud en blanc, c'est correct aussi. On peut en dessiner à plusieurs endroits, des boussoles comme ça, mais à tous les coups, on va avoir des lignes de champ qui entrent par l'aiguille côté sud et qui sortent par l'aiguille côté nord. La boussole s'aligne naturellement sur les lignes de champ magnétique. Vous pouvez l'essayer si vous en avez une à la maison avec un aimant à côté. On est capable de voir la forme du champ magnétique en promenant une boussole autour d'un aimant permanent. Il y a des choses importantes qu'il faut prendre en note et qui sont matière à l'examen. Première chose, c'est qu'il n'existe pas de monopôle magnétique. Un monopôle, ce serait juste le pôle nord tout seul, séparé de son pôle sud, ou seulement le pôle sud tout seul, séparé de son pôle nord. Ça, dans le magnétisme, ça n'existe pas. Il est impossible, même si vous êtes super persévérant, si vous travaillez fort, si vous avez le meilleur marteau du monde, de casser un aimant et d'isoler le pôle nord ou d'isoler le pôle sud. Vous allez vous ramasser, si vous cassez un aimant en deux, avec deux aimants qui ont chacun un pôle nord et un pôle sud. Et on pourrait essayer de casser ces deux aimants-là jusqu'à l'échelle moléculaire ou atomique, et vous allez vous ramasser à tous les coups avec des particules qui possèdent un pôle nord et un pôle sud. Même l'électron, une particule élémentaire, possède ce qu'on appelle un spin, et possède un pôle sud et un pôle nord. Et là, même si vous avez un accélérateur de particules avec un canon qui smash des électrons, il n'est pas possible d'obtenir des particules où il y a juste un pôle
Nord et juste un pôle Sud, ça n'existe simplement pas. En électricité, c'est pas le cas. Il est possible de séparer le proton de l'électron et vous avez une charge positive d'un côté qui vit sa vie bien relax, le proton, et de l'autre côté, vous avez une charge électrique négative, l'électron, qui vit sa vie, lui aussi, bien relax et tout à fait stable. Donc, en électricité, c'est possible d'avoir des monopoles, mais dans le magnétisme, c'est strictement impossible. Deuxième chose, les lignes de champ vont toujours du pôle Nord au pôle Sud. Je l'ai écrit en haut, mais je le réécris. Les lignes de champ vont toujours du Nord vers le Sud, ou comme je l'ai expliqué, de l'infini vers le Sud, ou du Nord vers l'infini. L'important, c'est que le Sud mange les lignes de champ et le Nord pousse des lignes de champ à l'extérieur de l'objet. Il y a des termes importants qu'on doit définir, entre autres ce qu'on appelle la densité de lignes de champ. La densité de lignes de champ, par définition, c'est le symbole pour les 3 barres égales. On va l'appeler le vecteur B majuscule. Et ces unités de mesure, ce seront des Tesla, comme M. Tesla et la voiture Tesla. Là. T majuscule, c'est le symbole de l'unité dans le système international pour la densité de lignes de flux magnétique. Et la variable B majuscule, c'est un champ vectoriel. C'est pas un vecteur ordinaire. Là. Un champ vectoriel, c'est quelque chose qui définit en chaque point de l'espace X, Y, Z et en chaque point du temps T. Donc, c'est un vecteur à 4 dimensions, une grandeur et une orientation. L'autre chose qui est intéressante, c'est que le nombre absolu, A, B, S, absolu, de lignes de champ à travers une surface, on va l'appeler phi. C'est une lettre grecque. Vous pouvez dessiner simplement un cercle avec une barre diagonale qui le traverse. Et ça mesure combien de lignes de champ passent à travers une surface. J'ai une autre sous-section là-dessus et je vais y revenir. L'unité de mesure dans le système international, ce sont des Weber ou des Weber. Écoute, prononce-le comme tu veux, écris-le comme il faut, W majuscule, B minuscule. Le flux magnétique, rapidement, là, ça te prend une surface comme ça ici, et tu comptes combien de lignes de champ traversent cette surface-là. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Ici, il t'envoie 2, donc le flux magnétique à travers la surface bleue, ce serait 2. Maintenant, on a une façon de calculer ça, là, et on a une façon de mettre ça dans nos équations. On verra ça tout à l'heure. Le nombre de lignes de champ qui va être généré par un aimant, ça va dépendre du matériau. Donc, il y a une dépendance sur la perméabilité matériau, la perméabilité magnétique du matériau. Ici, c'est de l'air qu'il y a autour de l'aimant, et l'air est pas très perméable aux lignes de champ magnétique. Là, on a des matériaux qui laissent passer, qui canalisent beaucoup mieux les lignes de champ magnétique que l'air, entre autres du fer, du nickel et d'autres matériaux ferromagnétiques. Et vous allez avoir à ce moment-là là, une plus grande densité de lignes de champ dans ces matériaux-là. Ça va être plus facile pour le champ magnétique de s'installer dans des matériaux qui ont une plus grande perméabilité au champ magnétique. Dernière chose sur les lignes de champ, c'est important, c'est une étoile que j'essaie de faire. Les lignes de champ ne se croisent jamais. Jamais comme dans jamais de la vie. Il est impossible d'avoir 2 lignes de champ perpendiculaires qui se passent par-dessus l'autre. Et là, je sais, je vous vois venir, là, j'ai mal fait mon dessin. Et ici, j'ai fait des erreurs. Regardez, voyez-vous, ils se croisent, mes lignes de champ, là. C'est pas supposé. Évidemment, c'est une esquisse et c'est correct, là. Vous avez tous compris qu'ils devraient être parallèles ici et jamais se toucher. Quand vous les dessinez, faites attention, là. Si vous faites une petite erreur comme moi, ça va, là. Mais si vous avez des lignes de champ qui passent au travers de d'autres lignes de champ à 90 degrés comme ça, là, ça fonctionne pas du tout. Ça double définirait l'orientation et la grandeur du vecteur densité de champ magnétique, là, le vecteur B, à un endroit de l'espace, et ça irait contre l'objet mathématique champ vectoriel. Donc, ça fonctionne pas. Et vous voyez comment les lignes de champ là, vont faire des courbes, vont être parallèles de temps en temps, mais jamais ils vont se croiser. Dernière chose, c'est le primaire, là, vous le savez depuis que vous êtes tout petit, il existe de l'attraction et de la répulsion magnétique. Quand vous mettez 2 aimants côte à côte, avec le pôle Nord en face du pôle Sud, il va y avoir une paire de forces action-réaction, F et F', de même grandeur, mais de sens diamétralement opposés,
qui vont apparaître et les deux aimants vont avoir le goût de se coller. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois, vous avez joué avec des aimants. Quand on met le nord à côté du sud, clac, ça colle ensemble. Au labo, vous faites attention, on a des aimants au néodymium, là, sont super intenses et si vous mettez votre doigt entre les deux aimants, là, vous allez vous blesser littéralement, là, ça coupe les mains, ça m'est déjà arrivé. Pour pas aider, nos aimants sont brisés, là, puis ils ont les bords coupants en plus, là, on dirait que c'est fait exprès pour se blesser. Limoilou Wild. La répulsion, c'est le contraire. Vous mettez nord-nord ou sud-sud, côte à côte. Et encore une fois, il va y avoir une paire de forces action-réaction, donc de même grandeur, mais de sens diamétralement opposés, qui vont essayer de repousser chacun des deux morceaux d'aimant permanent. Vous voulez entendre parler, même si ça ne s'applique pas directement au moteur là, qu'on étudie dans votre cours, du champ magnétique terrestre. Je fais ça rapidement pour pas vous écœurer avec ça. Ça, c'est la Terre, là, avec son axe de rotation qui est ici. Et au milieu de la Terre, il y a des fluides ferromagnétiques en rotation dans le noyau terrestre. Ces fluides-là en rotation, ce sont du métal, c'est du métal fondu, là. Ils vont générer des courants électriques qui, à leur tour, vont générer des champs magnétiques. Et le champ magnétique qui est généré, c'est le champ magnétique terrestre. Et il va y avoir des lignes de champs magnétiques qui vont partir du nord magnétique terrestre et qui vont s'en aller jusqu'au sud magnétique terrestre. J'essaie de ne pas faire croiser mes lignes de champ. Je vous ai dit que c'est important, comme ça ici. Et on part toujours du nord pour aller vers le sud. Si vous êtes observateur et que vous connaissez votre géographie, vous allez dire, bon, ça y est, Madjene est une patate. Il a dessiné le sud en haut puis le nord en bas. Et géographiquement, le nord est toujours en haut et le sud toujours en bas. Vous n'êtes pas fou, là. C'est inversé. Le pôle nord géographique est en haut, mais c'est en fait un pôle sud magnétique. Donc, le pôle sud magnétique est au nord de la carte géographique. Et même chose en bas, là, vous avez le pôle, je vais le faire comme il faut, le pôle sud géographique qui est en bas de la carte, comme d'habitude, mais c'est en fait un pôle nord magnétique. Le champ terrestre, là, on l'appelle B indice planète Terre. Le cercle avec le plus à l'intérieur, c'est le symbole grec pour la planète Terre. On l'utilise depuis l'Antiquité. Ce champ-là a justement servi à guider les explorateurs qui, à l'époque, n'avaient pas de GPS là, et qui s'orientaient à l'aide des boussoles comme ça. Et quand on place une boussole dans le champ magnétique terrestre, on voit que l'aiguille avec le côté N, pointe vers le nord géographique et l'aiguille avec le côté S, sud, pointe vers le sud géographique. Ça n'en a pas plus que ça pour que les premiers explorateurs disent qu'en haut de la carte, là où il y a un pôle sud magnétique, c'est en fait un pôle nord parce que l'aiguille N de la boussole pointe par là et que le pôle sud géographique qui est en bas, qui est en fait un pôle nord magnétique, s'appelle sud parce que le S de l'aiguille de leur boussole pointait vers le bas. Donc voilà, c'est ce qui a guidé les premiers explorateurs. Là. C'est quelque chose d'important. Là. Ça nous a permis d'explorer notre planète. Et le champ magnétique terrestre est encore plus important que ça. Écoute bien ça. Le Soleil, ton ami, produit ce qu'on appelle le vent solaire. Le vent solaire, là, ce sont des particules alpha, essentiellement des noyaux d'hélium, là. Et ces particules alpha-là, du vent solaire, là, il y en a en tabarouette, là, il y en a plusieurs tonnes par seconde, en fait plusieurs dizaines de milliers de tonnes par seconde qui sont éjectées du Soleil. Et les particules alpha qui sont éjectées du Soleil font leur chemin dans toutes les directions, entre autres vers la planète Terre. Ces particules-là causent le cancer. En fait, ils pénètrent là, sans protection dans notre peau et dans notre organisme. Ils vont briser l'ADN qui est à l'intérieur de nos cellules et ils vont nous tuer, littéralement, là, nous et à peu près tous les êtres vivants. Et Dieu merci, comme ce sont des particules qui sont chargées électriquement, le champ magnétique terrestre va les attraper par l'interaction électromagnétique et va dévier leur trajectoire de telle sorte qu'ils vont s'enrouler autour des lignes de champ
perdre beaucoup de vitesse, donc leur vitesse là, va diminuer dramatiquement, et comme leur vitesse diminue, elles deviennent moins dangereuses, moins énergétiques, et vont entrer en collision avec les molécules de l'atmosphère dans le coin du pôle nord ou du pôle sud, et en entrant en collision avec les molécules de l'atmosphère, basse vitesse, elles vont perdre leur énergie complètement, là, et c'est ce qui crée les aurores boréales et les aurores australes. Et c'est ce qui, en même temps, nous sauve la vie, parce que ces particules-là sont cancérigènes et dangereuses. Il y a les scorpions là, de mémoire, les fourmis et d'autres animaux là, qui ont des exosquelettes qui sont naturellement protégés contre les particules alpha du vent solaire. Si jamais le champ magnétique de la Terre s'en va, on va perdre cette protection-là. Et c'est probablement ces animaux-là qui vont survivre et prendre le contrôle de la Terre. J'ai craché sur ma feuille, c'est merveilleux. Il est temps de changer. OK. Attraction, flux magnétique, on serait rendu là. Vous voulez définir le flux magnétique? C'est une quantité importante qu'on va réutiliser là, dans mon cours, mais aussi dans les autres cours. Le flux magnétique, là, on dit que c'est la quantité de lignes de champ qui traversent une surface. Donc, pour parler de flux magnétique, ça vous prend absolument une surface. Le flux magnétique n'existe pas comme ça sans surface. Il faut toujours dire le flux magnétique à travers telle surface. Le flux magnétique à travers un rectangle de tant de centimètres par tant de centimètres. Le flux magnétique à travers un cercle de rayon tant de centimètres. Ça peut être n'importe quelle surface, un polygone à 38 000 côtés si tu veux, une patate, n'importe quoi. Mais il faut absolument qu'il y ait une surface. Pour le reste, c'est pas tant compliqué, là. T'as un champ magnétique, et puis, si ta surface est un cercle comme ça, tu comptes le nombre de lignes qui traversent. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5, le flux magnétique est égal à 5 lignes à travers la surface. Mettons que ta surface est inclinée, c'est cool. 1, 2, 3, le flux magnétique est égal à 3. Mettons que ta surface est complètement à l'autre côté. Oh, ça se peut qu'il n'y en ait aucune qui traverse ta surface. C'est normal. À ce moment-là, le flux magnétique phi est égal à 0. Je l'avais dit tout à l'heure, je le redis, là, le symbole qu'on utilise, c'est phi pour le flux magnétique à travers une surface. Et ça est égal au nombre absolu de lignes de champ qui traversent la surface. Maintenant, c'est arbitraire quand on les dessine, les lignes de champ. Il n'y a personne qui a décidé qu'une ligne de champ, ça valait tant de Weber ou pas, parce que c'est l'unité de mesure, hein, c'est vrai, WB du flux magnétique. Et il existe une convention là, qui dit que 1 Weber, ce serait égal à 10 exposant 8 lignes de champ. Je suis sceptique par rapport à cette convention-là parce que personne ne sait vraiment c'est quoi une seule ligne de champ. Vous allez voir que de la façon qu'on travaille avec les niveaux d'abstraction qu'on utilise en mathématiques, ça fait pas de différence au bout de la ligne et c'est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter. Moi, c'est parce que j'aime les trucs fondamentaux là, et puis ça m'énerve bien gros, mais c'est pas quelque chose dans les faits et dans les équations qui est une difficulté. Pensons maintenant à la densité de flux magnétique. C'est le vecteur B. Quand on travaille avec le vecteur B comme on va le faire dans les équations. On l'utilise sous forme de scalaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite flèche par-dessus le B. Et tout ce qu'on fait, c'est diviser le flux magnétique en Weber, phi, par la surface A à laquelle le flux phi est associé. C'est simple comme ça. On donne la définition quand même, pour être rigoureux. On dit que la densité de flux B, c'est comme la concentration, l'intensité des lignes de champ par unité de surface. De champ par unité de surface. L'unité de mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des Tesla et c'est aussi simple que ça, une bête division, là, même si vous n'êtes pas bon en maths, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il s'agit d'avoir les dimensions géométriques de votre surface. Si c'est un rectangle, c'est base fois hauteur. Si c'est un cercle, c'est pi r carré. Donc, vous y allez avec ça et il n'y a pas de difficulté importante.
La dernière sous-section, dans le chapitre 12 de Will Dee, je vous encourage à la lire parce qu'il y a des subtilités là-dedans. Et pour des gens comme vous là, qui vont travailler avec l'électromagnétisme, c'est une connaissance générale qui est intéressante à approfondir. On vous parle des matériaux, entre autres du fer doux, et on vous dit que certains matériaux canalisent mieux les lignes de champ que d'autres. Je peux l'écrire, là. Certains matériaux, dont le fer doux, entre autres, et d'autres matériaux ferromagnétiques, comme des alliages de nickel aussi, vont mieux conduisent ou canalisent mieux les lignes de champ que d'autres matériaux, que l'air, entre autres. Dans les moteurs, il y a souvent des entrefers qui sont faits en air. L'entrefer, là, c'est une partie vide qui sépare là, deux pôles magnétiques, ou le rotor et le stator dans les moteurs. Et il y a une partie inévitable là, qu'on laisse remplie d'air, même si c'est un mauvais matériau pour conduire les lignes de champ magnétique. Par contre, on va essayer de réduire l'épaisseur de l'entrefer à une distance qui est relativement courte, justement parce que l'air est un mauvais conducteur des lignes de champ magnétique. On va dire que l'air a une mauvaise perméabilité magnétique. Par contre, le fer doux, comme je l'ai dessiné ici, a tellement une bonne perméabilité magnétique qu'il va canaliser, il va attirer les lignes de champ magnétique vers lui. Et du coup, il va, comme les Français, il va déformer le champ magnétique d'un aimant permanent qui serait normalement là en forme d'espèce d'ovale, comme je dessinais tout à l'heure. Donc, il va attirer les lignes de champ et déformer ce champ magnétique-là. On peut se demander, mais pourquoi ça fait ça, là? Je vous l'explique rapidement, mais dans le livre de Will Dee, là, il y a quelques paragraphes qui valent la peine d'être lus à la fin du chapitre 12. C'est la théorie des domaines. Regardez bien, ça, là, ici, c'est du fer, mais qui n'est pas soumis à un champ magnétique. Vous imaginez là qu'on a un microscope et qu'on grossit beaucoup un morceau de fer pour regarder à l'intérieur les atomes et les molécules de fer. En fait, ce sont des domaines, là, ce sont des agglomérations de molécules et d'atomes de fer là, qui sont tout ensemble comme ça, et on les appelle des domaines. Il y aurait des séparations comme ça, tiens. Ah oui, ça marche, hein, des séparations entre les domaines du fer. Et chacun de ces domaines-là possède une polarité magnétique, c'est-à-dire que les atomes de fer sont organisés avec leur pôle nord qui pointe d'un côté et leur pôle sud qui pointe d'un côté. Et tous les atomes, dans un même domaine, ont la même direction pour la polarité magnétique. Lorsqu'il n'y a pas de champ magnétique autour, le morceau de fer possède des polarités qui sont arbitraires, au hasard, un peu n'importe comment. Et vous allez avoir un matériau à ce moment-là dont le champ magnétique résultant à l'extérieur est nul. Parce que tous ces domaines-là, il y en a des milliers de milliards de millions, et ils vont s'annuler les uns les autres puisqu'ils pointent dans des directions désordonnées. Par contre, et c'est la particularité des matériaux ferromagnétiques, lorsqu'on place le matériau comme le fer à l'intérieur d'un champ magnétique extérieur, je l'ai appelé phi extérieur en vert, crois-le pas, tous les domaines vont s'aligner avec le champ magnétique extérieur, comme si c'était des petites boussoles, de telle sorte que les lignes de champ extérieur vont entrer par le sud et sortir par le nord. Et là, ben, crois-le pas, il va y avoir des petits bébés champs magnétiques autour de chacun de ces domaines-là qui vont contribuer à créer un champ magnétique macroscopique résultant qui va dans le même sens que le champ magnétique extérieur, et ça va, si tu veux, amplifier le champ magnétique extérieur, et ça va magnétiser du même coup le morceau de fer qui va devenir magnétique momentanément, tant et aussi longtemps qu'il baigne dans le champ magnétique extérieur. Donc, c'est la particularité des matériaux ferromagnétiques. Normalement, ils sont pas magnétiques, contrairement aux aimants permanents qui, eux, le sont tout le temps. Par contre, quand on les place dans un champ magnétique extérieur, ils vont se magnétiser et ils vont même canaliser le champ magnétique extérieur. Ils vont s'aligner avec ce champ-là. Et c'est ce qui explique pourquoi ces matériaux-là conduisent dramatiquement plus le champ magnétique que l'air qui n'a pas cette propriété-là. C'est tout pour le chapitre 12. Je vais mettre la liste d'exercices, je ne l'ai pas avec moi, sur Omnivox. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit sur vidéo pour le prochain chapitre.